Salut à tous, c'est Lunaris. Aujourd'hui le test de la BMW F650 GS de 2007. Allez, c'est parti. Les amis, aujourd'hui j'ai encore le privilège de vous présenter une machine un petit peu ancienne, un peu oubliée je dirais même, grâce à l'un de mes abonnés qui a fait pas mal de route pour me la ramener. Merci beaucoup à lui. Donc forcément, vous connaissez tous la gamme GS de chez BMW, qui est très réputée actuellement, surtout pour les maxi trail, les machines un peu énormes d'aventure. Mais dans cette gamme, il n'y a pas que des machines énormes. Et pendant longtemps d'ailleurs, BMW vendait cette version en 650 qui avait la particularité d'être motorisée par un monocylindre. Aujourd'hui, on est sur un modèle de 2007, donc la toute dernière année de production de cette F650 GS en monocylindre. Mais il faut savoir que c'est une gamme qui avait été introduite au début des années 90, tout d'abord dans une version alimentée par carburateur et ensuite par injection. Au niveau du style, cette moto est assez moche, il faut l'avouer. À l'époque, BMW avait un style, on va dire, particulier, hein, pour ne pas être désagréable. En plus, aujourd'hui, elle est en gris-bleu, ce qui ne la magnifie pas spécialement. Et sur ce modèle, vous pouvez voir que le garde-boue avant est collé à la bulle et le carénage, en fait, sont quasiment d'un seul bloc. Et c'est assez bizarre de voir justement ce carénage on va dire découpé lorsqu'on tourne la roue. Un design très particulier. Comme je vous le disais, le moteur, il s'agit d'un monocylindre de 650 cm3, vous vous en serez douté. Celui-ci, dans cette version, est à injection et développe 50 chevaux. La moto, elle, n'est pas trop lourde, elle pèse 193 kg tout plein fait, c'est-à-dire avec 17 litres de carburant. Et d'ailleurs, pour revenir sur le style, vous pouvez voir que le réservoir n'est pas à sa position normale, il est à l'arrière avec une trappe de carburant qui ressemble énormément à ce qu'on aurait sur une voiture. Aujourd'hui, la machine que je teste a la particularité d'être totalement d'origine. Elle n'a subi aucune modification et en plus elle est quasiment neuve alors qu'elle est de 2007. Le modèle a à peine 8000 km, donc franchement elle est comme à l'origine, comme elle était vendue à l'époque. Mais bien sûr, déjà à cette époque, en 2007, cette machine chez BMW était proposée avec un assez gros catalogue d'options. Sur le modèle que j'ai aujourd'hui, on a en option l'ABS, qui est déconnectable si vous essayez de faire du tout-terrain. On a également les poignées chauffantes. Et je ne saurais pas vous dire si la béquille centrale était d'origine ou proposée en option également. Vu qu'il s'agit d'un trail, on s'attendrait, lorsqu'on monte sur cette machine, à être plutôt haut perché. Et finalement, la hauteur de selle est relativement faible. Lorsque je m'arrête, du haut de mon 1m70 m, j'arrive à mettre les deux pieds bien au sol, même si je n'ai pas les talons au sol. Franchement, la selle est assez creusée. Et pour l'instant, elle a l'air aussi assez confortable, cette selle. La prise en main du véhicule est vraiment aisée. Le réservoir, ou du moins ce qui est théoriquement le réservoir, n'est pas trop large. On fait bien corps avec la machine. Le guidon est, lui, relativement large. On a une position assez super motard ou très trail routier, hein. Cette machine, finalement, est un peu précurseur dans ce domaine. Les repose-pieds ne sont pas du tout vers l'arrière, ils sont parfaitement au centre et mon buste et mon dos sont parfaitement à la verticale. Franchement, on est bien. Et pour prendre les infos autour de nous, cette position est juste parfaite. Là par exemple, si je veux me retourner pour vérifier ce qui se passe carrément derrière moi, je peux le faire, et ça sans lâcher le guidon. On se sent en sécurité sur cette machine. Je vous disais qu'elle est 100% d'origine, donc on a encore les rétros d'origine qui sont suffisamment hauts et sur l'extérieur afin de bien voir ce qui se passe derrière. J'ai quasiment pas mes épaules dans le champ de vision. Vu que cette machine est motorisée par un monocylindre de chez Rotax, une marque autrichienne, on sera en droit de s'attendre à une machine qui vibre énormément. Et pour l'instant,
En roulant en ville, en restant à assez faible régime, eh bien, je suis assez surpris, hein. La machine est plutôt discrète, aussi bien au niveau des vibrations que de l'échappement. Sur ce modèle, vous voyez qu'il y a deux silencieux à l'arrière, de chaque côté de la machine. C'est plutôt esthétique à ce niveau-là. Vous voyez que le moteur n'hésite pas à prendre des tours. C'est efficace, mais pour l'instant pas du tout exubérant. On retrouve pas le côté hyper brutal qu'il y a sur certains monocylindres. Là c'est à la cool, hein. Je sors maintenant de l'agglomération, j'accélère à fond. De nouveau, c'est très efficace et la sonorité est vraiment discrète. Sur cette machine, vous le voyez, il y a une petite casquette au-dessus du phare, mais franchement, ça n'a aucune utilité. J'ai aucune protection, j'ai l'impression d'être sur un super motard. J'arrive maintenant dans le virage que je prends à chaque fois à basse vitesse, et cette machine, c'est vraiment ultra simple de la basculer, très manœuvrable. On a l'impression qu'elle est plus légère que le poids annoncé sur sa fiche technique. D'ailleurs, sur ce modèle, vu qu'il s'agit d'une GS, elle doit quand même avoir un petit peu de capacité tout-terrain. Donc à l'avant, on retrouve une roue de 19 pouces avec un pneu en 100 de large. Et à l'arrière, c'est du 17 pouces en 130 de large. Donc c'est vraiment très fin, très maniable. Comme d'habitude les amis, on se retrouve sur cette route afin de tester l'accélération. Donc je rappelle que c'est motorisé par un monocylindre de 50 chevaux et que la moto pèse tout plein fait 193 kg. Il y a l'ABS, mais il n'y a aucune autre aide électronique. Allez, c'est parti, let's go! Alors on a le rupteur qui arrive à peu près 7000 tours. Comme je le disais tout à l'heure, c'est efficace, mais on n'a vraiment pas le coup de pied au cul qu'on a sur certaines autres machines concurrentes, motorisées également par un monocylindre de 600 ou 650 cm3. Personnellement, je trouve qu'au niveau moteur, un DR 650 a un petit peu plus de caractère. Maintenant, on va faire un demi-tour. Donc vous voyez que je peux facilement avoir un pied complètement à plat et l'autre qui touche encore sur la moitié. C'est juste la selle qui est un petit peu trop large afin de me faciliter la pose des pieds au sol. Je braque à fond. L'angle formé par la fourche et le cadre est déjà assez important. Je vais, comme d'habitude, laisser la machine complètement droite afin de vérifier si je sors ou pas de la route. Et non, ça braque vraiment pas mal. Là je retrouve pile sur l'autre fil. Je suis même peut-être un petit peu plus proche du milieu de la route que du bord. Franchement, ça braque très bien. Et si j'avais penché la machine, j'aurais braqué forcément encore mieux. Donc maintenant, on est parti pour une accélération. Ensuite, je teste le freinage. Allez, frein arrière, ça freine un tout petit peu. Frein avant, ça va. Franchement, il y a un bon mordant. Par contre, forcément, sur une machine avec un débattement de suspension aussi grand, on a beaucoup de contraintes sur la fourche avant, ça plonge énormément. Mais le freinage, sinon, est relativement rassurant. C'est du Brembo sur cette machine, hein, frein à disque bien sûr. Et à l'avant, vous voyez que c'est un monodisque de frein. Alors par contre sur cette machine il y a une particularité sur les leviers. Vous avez l'embrayage qui lui est réglable en écartement. Par contre le frein n'est pas réglable. Et je crois que ça doit être la première moto que je vois dans cette configuration. La plupart du temps c'est l'inverse. Le frein est réglable mais pas l'embrayage.
Au niveau des commodos, sur ce modèle, on a des plastiques à la BM, mat, du gris, du rouge, du orange. Au niveau des coloris, c'est un peu spécial. Les fonctions, elles, sont très simples. Sur la gauche, on a tout ce qui gère l'éclairage. On a sur la droite démarreur, coupe-circuit. On a également les poignées chauffantes. C'est assez simple. Les feux de détresse, eux, sont au milieu du guidon, avec également le bouton pour éteindre l'ABS si nécessaire. Le tableau de bord sur cette machine est assuré par deux gros cadrans à aiguilles. Donc le premier pour la vitesse, le deuxième plus petit pour le contour. C'est assez facilement lisible. Je pense que pour que ce soit mieux, ils auraient juste dû mettre des aiguilles rouges. Et on a deux tout petits écrans à cristaux liquides, un qui sert d'horloge, l'autre qui vous indique votre trip et le kilométrage de la moto. C'est tout. Il n'y a pas de témoin de rapport engagé, ni de consommation. C'est une machine qui se voulait relativement simple. Bon, vous le voyez, je suis de nouveau en agglomération et là je suis à 3000 tours, à 50, et il n'y a quasiment pas de vibration. Ce moteur est vraiment très cool. Je vais d'ailleurs maintenant voir quel est le seuil de souplesse de ce moteur. Je passe mes rapports, donc deuxième, troisième. Ouais, faut pas descendre en dessous des 2000 tours, c'est vraiment son seuil de souplesse. Là vous voyez, je suis pile à 2000, si je réaccélère assez peu, ça reprend, mais avec quand même pas mal de KO. 2000 tours, c'est vraiment le minimum acceptable. Sur cette machine, on a une boîte à 5 rapports, et franchement, cette boîte fonctionne parfaitement bien. Elle a l'air aussi d'être assez bien étagée, pour l'instant j'ai pas de problème. J'arrive maintenant sur un Dodan, comme d'habitude je prends ça à 30 km/h. Alors c'est relativement ferme. Actuellement les suspensions sont réglées comme à l'origine. On a d'ailleurs, vous le voyez à l'avant, une suspension qui n'est pas inversée, mais elle n'est pas réglable non plus. À l'arrière par contre, l'amortisseur lui est réglable rapidement via une petite molette, et en plus c'est gradué pour pouvoir retrouver rapidement les différents réglages possibles et adaptés à ce que vous avez besoin. Là je suis sur une route assez déformée et franchement ça amortit plutôt bien, mais comme je le disais, ça n'a pas un réglage conçu pour rouler vraiment fort ou sport. Si j'essaie de freiner un peu fort, vous voyez que tout de suite ça s'écrase à mort. Tout a été conçu pour que ce soit tranquille, calme, efficace en toutes circonstances, mais c'est pas fait pour rouler comme un dingue. D'ailleurs, j'arrive maintenant dans une succession de virages, voyons comment ça se comporte. Donc je monte un peu plus dans les tours. On a un moteur qui est quand même bien dimensionné, la boîte de vitesse est bien étagée, donc on peut s'amuser. Et c'est uniquement quand on reste au-delà des 5000 tours que là on ressent quelques vibrations qui remontent dans la selle et un petit peu aussi dans le guidon. Dans les virages ça se penche tout seul. Même si on n'a pas l'agilité d'un super motard, on n'en est pas si loin que ça. Le fait d'avoir une roue en 19 ne crée pas réellement de problème au niveau de la mise sur l'angle. Dans ce rond-point, une fois de plus, ça se penche tout seul. Je prends les infos et je réaccélère. Donc pour revenir au maximum autorisé, vraiment aucun problème. On peut se retrouver à mon avis limité par cette machine uniquement si on veut dépasser complètement les limites. Actuellement vous pouvez voir que je suis stabilisé à 80, je suis à 3000 tours en 5e et il n'y a pas de problème, ça vibre assez peu, quasiment aucun bruit. D'ailleurs j'entends beaucoup plus le bruit du vent qui arrive sur mon casque que le bruit du moteur ou de l'échappement. Quand on veut avoir une conduite un peu dynamique en milieu urbain, ou quand, comme ici, le trafic est un peu plus dense, franchement, cette machine, elle est parfaitement adaptée, hein. On retrouve le répondant du monocylindre, la machine est efficace, elle n'est pas difficile à manœuvrer.
Au terme dynamique, il n'y a vraiment pas grand chose à reprocher à cette machine. Le seul truc qui moi me gêne un peu, c'est le manque de fun en fait. On n'a pas la sonorité, ni les vibrations, le punch qu'on est en droit d'attendre d'un monocylindre de 650 cm3. On va maintenant faire un petit tour sur l'autoroute. C'est toujours là où les monocylindres sont un peu plus à la peine, dirons-nous. Donc là, pour s'insérer, pas de problème. Et je vais tout de suite dépasser ce camion. Donc faut pas hésiter à rester assez haut en tour minute pour avoir du répondant. Et vous avez vu que je remonte aux limites sans réelle difficulté. En termes de protection, par contre, il n'y en a aucune. J'ai énormément d'air qui arrive sur mon casque. Les protège-poignets ne dévient qu'à peine le vent sur mes mains. Et le carénage ne dévie non plus pas très bien l'air. J'en ai beaucoup sur les jambes et sur les mollets. Je vais faire un test de relance, donc je suis sur le dernier rapport, j'accélère à fond. Donc vous voyez que ça reprend plutôt bien. Mais la vitesse max ne sera pas non plus délirante, car la boîte de vitesse vous limite. Ce qui est surprenant par contre, c'est que même à haut régime, à haute vitesse, la machine, elle est extrêmement stable, elle vibre pas tant que ça. Il y a juste des vibrations qui sont présentes au niveau de la selle, et donc j'ai des fourmis dans les fesses. Donc concrètement, cette moto, bien qu'elle soit motorisée par un monocylindre, est parfaitement capable de s'accommoder de trajets autoroutiers. C'est juste que si vous restez à très haute vitesse, au-delà des limites, ça risque d'être vite pénible à cause des vibrations dans la selle. Concernant l'éclairage, comme pour le reste, tout est encore d'origine sur cette machine. Le propriétaire me disait que ça éclaire plutôt bien de nuit. On a les clignotants d'origine qui sont classiques, orange, et à l'arrière, pareil, un petit phare rouge, très classique. De nouveau, si vous comptez utiliser cette machine dans un trafic un peu dense, en ville, c'est parfaitement adapté. On surplombe les autres, on a une bonne visibilité, on se sent en sécurité. Franchement, je m'imagine très bien utiliser cette machine au quotidien. Et finalement, vu que le comportement moteur de cette machine est relativement sage, ça n'incite pas à rouler comme un dingue. On se sent beaucoup mieux sur la moto en restant à allure légale. Je pense maintenant qu'au niveau dynamique, on a fait le tour des atouts et des défauts de cette moto sur ses aspects routiers. Bien que ce soit une GS, comme d'habitude sur mes tests, moi je ne testerai pas ses capacités tout-terrain. Je n'ai personnellement aucune compétence en hors-piste. Et de toute façon, avec les pneus qui sont dessus actuellement, c'est quand même bien plus destiné à un usage routier. Concernant les aspects pratiques, vous pouvez à l'arrière tomber sur un petit rangement qui est dissimulé dans la fixation arrière, je dirais. Et on peut y mettre un gilet jaune, un petit U, finalement c'est assez logeable. Si vous désirez rouler avec un passager, il y a des grosses poignées de maintien, donc c'est plutôt pratique. Et vous pouvez voir qu'il y a un garde-boue mis en position basse à l'arrière, qui permet d'éviter d'être recouvert de boue à la moindre flaque d'eau. C'est plutôt pas mal. Au niveau de la consommation, ce moteur est réputé assez sobre. Le propriétaire me disait tourner entre 4 et 4,5 litres au 100. Pour une machine de cette génération, c'est raisonnable. Le réservoir, lui, fait 17 litres, donc vous avez également une autonomie qui est plutôt bonne. Comme je le disais en début de test, on est sur un modèle de 2007, donc une des toutes dernières produites en monocylindre. Après, ça a été remplacé par une 650 en bicylindre. Et sur le marché de l'occasion, cette moto ne cote quasiment plus rien. Déjà parce que son look déjà à l'époque n'était pas forcément le plus joli. Maintenant c'est un peu passé de mode et les gens ont un peu oublié cette moto. À l'heure actuelle d'occasion, vous pouvez trouver ça en bon état pour 3000 €.
À savoir que si vous privilégiez plutôt une machine exclusivement pour la route, il existe aussi une variante routière de cette machine avec une jante en 17 pouces à l'avant qui s'appelait la 650 Scarver, qui est encore plus moche mais très certainement encore plus adaptée au quotidien. Donc je dirais qu'à l'heure actuelle, si vous êtes à la recherche d'une machine polyvalente, vu qu'elle est capable de rouler aussi bien en ville que sur l'autoroute ou même faire quelques chemins, et en même temps une machine fiable, d'une marque connue, une machine qui sera peu chère en entretien et en coût à l'usage, eh bien cette F650 GS est peut-être la bonne solution. Mais il faut vraiment que vous gardiez à l'esprit que c'est une machine pragmatique qui ne vous distillera pas forcément les mêmes sensations que ses concurrentes de l'époque, elles aussi motorisées par des monocylindres. Je pense maintenant avoir fait le tour des caractéristiques de ce modèle. Si vous avez des questions, l'espace commentaire est bien sûr là pour ça. Si vous possédez cette machine ou si vous l'avez possédée par le passé, n'hésitez pas à nous dire ce qui vous a plu sur ce modèle. À l'inverse aussi, ce que vous avez peut-être détesté. C'est intéressant d'avoir votre avis. Je tiens de nouveau à remercier le propriétaire de cette machine de s'être déplacé jusqu'ici sur mon lieu de tournage en Normandie afin que je puisse vous en proposer le test. Et je reprécise également que l'ensemble des tests sur ma chaîne sont toujours faits en collaboration avec mes abonnés. Donc si comme lui vous avez un véhicule, que ce soit voiture ou moto, et que vous aimeriez que j'en fasse le test, eh bien contactez-moi, tous les moyens de le faire sont dans la description. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un petit pouce vers le haut, de vous abonner si vous aimez ce genre de test, et moi je vous dis à bientôt. On se retrouvera pour un nouveau test moto ou voiture, ou peut-être même encore de complètement autre chose. Mais à tous! Certains, au vu du test, pourraient penser que je n'aime pas cette machine, et en fait ce serait se méprendre. Si je la compare avec sa grande sœur en 800 qui était vendue à la même époque, eh bien je préfère largement cette 650 à la 800 en bicylindre.